Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau point lecture où je vais vous présenter 5 romans, donc on va commencer maintenant. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Le garçon en pyjama rayé de John Boyne aux éditions, moi je l'ai chez Folio Junior. Alors je vous avais dit sur les réseaux sociaux que ce livre je ne vous le présenterai pas en point lecture parce qu'en fait quand je vous en ai parlé, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge donc je risque de... voilà. Bref, donc quand je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, que je vous ai exprimé ce que j'avais ressenti pendant la lecture de ce roman, je me suis pris une déferlante de MP. Alors certains très polis et très cordiaux, qui comprenaient pourquoi moi j'avais eu telle ou telle chose qui me plaisait pas, et qui me donnaient leur point de vue. D'autres très virulents, qui ont été un peu loin pour certains, d'ailleurs ces personnes-là je les ai bannis. Et du coup en fait... ça m'avait un peu fatiguée, j'avais pas vraiment au départ envie de vous en parler. Et puis au bout d'un moment je me suis dit crotte, tout le monde me suit pas sur les réseaux sociaux, donc je vais quand même en parler sur la chaîne parce que voilà, il y en a peut-être qui ont envie de savoir ce que j'ai pensé de ce livre. Donc voilà. Donc dans ce livre on suit principalement une famille, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et on suit principalement une famille nazie, enfin une famille dont le papa est nazi. Voilà, ça va être plus simple, qui fait partie de l'armée allemande. Nous, on est plutôt du point de vue et avec le petit garçon de la famille qui est âgé de 9 ans, qui s'appelle Bruno. En fait, bon, Bruno a une grande sœur qui a 12 ans, je me souviens plus de son prénom d'ailleurs. Bref, ils vont devoir déménager, ils apprennent qu'ils doivent quitter Berlin pour aller dans un nouveau lieu. Pour le travail de leur père, en fait, à qui on a confié une très grande mission. Donc le petit comprend pas trop ce qui se passe, il sait qu'il va dans une ville qui s'appelle Hoche, plus loin ville, lui c'est comme ça qu'il l'a entendu, bon nous on sait que c'est Auschwitz, mais pour lui c'est Hoche, plus loin ville. Voilà, lui il perçoit certaines choses, il entend certaines choses qu'il interprète à l'image d'un enfant de son âge en fait. Donc ils vont aller dans cette maison, lui est vraiment pas content de déménager parce qu'il perd ses copains, parce qu'il aime Berlin et parce que Hocheville ne lui plaît pas du tout. Il vit dans une maison vachement isolée, en bas il voit d'une fenêtre qu'il y a des gens derrière un grillage et des enfants, et c'est pas juste parce que les enfants eux sont ensemble et peuvent jouer, ils ont l'air de tous s'amuser et lui il s'ennuie tout seul dans sa grande maison. Je caricature à mort, donc le prenez pas mal, c'est juste pour aller vite. Jusqu'au moment où Bruno va vouloir mener un peu son aventure, il va s'approcher du camp d'Auschwitz, et il va faire la connaissance d'un petit garçon, Shmuel, je sais pas comment on dit, qui lui est un déporté, et ils vont nouer une relation amicale, sans que Bruno ait totalement conscience, enfin il a absolument pas conscience du tout même de ce qui se passe, et de pourquoi ce petit garçon est derrière, il ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas jouer au foot ensemble, etc. Et ça va durer un certain temps. Alors j'ai très moyennement aimé ce livre, c'est ce qui a causé une déferlante de MP sur les réseaux. J'ai très moyennement aimé ce livre. J'ai lu énormément de livres sur ce sujet, puisque c'est un sujet que j'aime bien lire, et celui-ci m'a pas convaincue, c'est comme ça, je suis désolée pour ceux qui l'ont adoré, mais moi il m'a pas convaincue. J'ai eu un problème avec Bruno. Alors en fait j'ai eu un problème avec Bruno parce que dès le début on nous le présente comme un enfant de 9 ans. Alors oui, c'est dans les années 40, les enfants de 9 ans connaissaient moins de choses que les enfants de 9 ans aujourd'hui, je le sais. C'était aussi une situation particulière où en fait on cachait des choses aux enfants, les enfants n'étaient pas au courant de tout. Ce petit garçon de 9 ans ne sait pas ce que fait son père, il ne sait pas que son père dirige finalement le camp d'Auschwitz, il ne sait pas que son père est aussi haut placé, il nous parle pendant un moment, il nous dit que le Führer vient chez lui, mais il n'a absolument pas conscience de tout ce qui se passe autour de lui. Moi ce qui m'a dérangée, et c'est ce que j'ai dit à maintes reprises sur les réseaux, c'est qu'en fait j'ai trouvé que Bruno, pour les 9 ans qu'il avait, était bien trop naïf. Mais naïf pas dans le sens... quand je dis naïf, c'est juste... je trouvais que l'auteur avait trop accentué ce côté-là, en fait. Qu'il avait trop accentué le fait qu'il ne savait rien, cet enfant de 9 ans. Et moi, ça me paraît... dans ses réactions, ça me paraît bizarre, en fait. J'y ai pas retrouvé un enfant de 9 ans, moi j'y ai retrouvé un enfant de 6 ans, en fait. Ça peut paraître bête, mais moi ça m'a perturbée. Tout comme sa sœur qui a, elle, 12 ans, qui se met à flirter avec un SS qui a 17 ans. J'ai trouvé ça hyper chelou. C'est-à-dire que oui, elle peut avoir une petite amourette, parce que voilà, les premiers émois, etc. Mais de là
à avoir le comportement qu'elle a, j'ai trouvé ça très étrange. Bref, j'ai eu ce problème de décalage au niveau de l'âge des deux enfants, ça regarde que moi, mais ça m'a posé problème. En plus, j'ai trouvé que finalement, le récit était très lent, que toute cette première partie où il déménage, où on est juste dans la tête de Bruno, qui est pas content de déménager, moi ça m'a ennuyée, très sincèrement, et puis le fait que finalement cet enfant ne se pose pas de questions, moi ça m'a semblé bizarre en fait. C'est-à-dire que il va tous les jours devant le grillage, déjà le petit gamin qui est du côté du camp, bizarrement il peut très facilement aller près du grillage et papoter pendant je ne sais combien de temps avec quelqu'un d'autre, c'est un peu louche. Enfin, c'est mon avis, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Et puis Bruno, qui se pose pas de questions, alors il commence à s'en poser vers la fin, mais pas beaucoup, et j'ai trouvé ça étrange. La fin... Alors la fin te broie le cœur, hein, clairement, c'est juste horrible, mais en même temps, pour moi, c'est pas crédible non plus, je suis désolée, voilà. Pour moi, ce livre, j'ai pas... Il y a quelque chose qui m'a dérangée, malgré tout, j'ai passé un bon moment, mais il y a plein de choses où je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de messages, il y a pas mal d'images à trouver dans ce roman. Je comprends que ce soit un classique en Allemagne, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, il ne m'a pas convaincue, donc ne m'envoyez pas de pierre, ce n'est pas la peine de m'insulter dans les commentaires. C'est comme ça m'a pas parlé, ça m'a pas parlé. Waouh! J'ai lu ensuite Love Challenge de Lisa Ray. On suit dans ce roman une jeune fille qui s'appelle Mila et qui ne rêvait que d'une chose en arrivant à New York, c'était d'écrire pour le New York Times. Elle est journaliste et c'est vraiment le truc dont elle rêvait. Finalement, elle se retrouve à travailler pour un magazine où elle répond un peu genre au courrier du cœur. Alors ça lui va, mais en même temps c'était pas vraiment ce qu'elle rêvait de faire, mais ça lui va quand même parce que comment dire, parce que finalement l'équipe est sympa, parce que voilà, elle aime bien l'ambiance au boulot, elle s'amuse bien, il y a certaines personnes qui lui écrivent très régulièrement, dont un jeune homme auquel elle s'est attachée parce qu'elle le trouve trop mignon, donc voilà, on a tout ce côté là qui est vraiment sympa, mais elle a quand même son rêve en fait, son rêve ultime, de travailler pour le New York Times. Un jour elle va avoir un entretien au New York Times et là elle se dit wouh, trop la teuf. Dans la salle où elle est en train d'attendre pour rencontrer le grand boss, elle croise un mec qu'elle appelle son Bradley Cooper à elle tellement il est beau. Voilà, on lui propose, en fait, le rédacteur en chef, ou le patron, enfin je sais plus qui c'est, du New York Times lui dit voilà, moi ce que je te propose c'est de me donner un truc original. Je te laisse quelques temps, tu me reviens à telle date et tu me proposes un papier de ouf. En gros, c'est ça son audition pour intégrer le journal. Elle va se poser pas mal de questions et elle va se dire tiens, il y a eu un grand mystère autour de la disparition d'une jeune fille pendant des années et je vais enquêter là-dessus puisque c'est un rapport avec la politique vu que c'est la fille du maire actuel de New York en fait, de la mairesse de New York, et du coup elle va commencer à mener l'enquête. À côté de ça, elle va revoir Easton qu'elle avait rencontré donc dans la salle d'attente là et qui est un très grand auteur de thriller et qu'elle va aller voir à une séance de dédicace juste parce qu'elle a trop envie de le recroiser, et puis ça va amener à au fait qu'ils se recroisent un peu plus quoi. Elle va continuer à mener son enquête et très rapidement elle va se rendre compte que Easton n'est autre que le fils du maire, enfin de la mairesse, et du coup qui est aussi le frère de la jeune femme qui avait tant disparu. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que déjà ça se lit tout seul. Il y a toujours ce qui caractérise les romans addictifs que moi je lis personnellement, cette douceur dans la romance. C'est-à-dire qu'on n'a rien de... C'est pas cucu, voilà, c'est pas cucu, c'est pas gnangnan, voilà, mais ça reste doux, c'est des histoires d'amour qui restent douces, qui, voilà, qui, moi en tout cas personnellement me parlent et me plaisent. On n'a pas des drames, mais des drames de tarés, mais à côté de ça, moi en tout cas, toujours dans ceux que moi je lis, j'arrive toujours à trouver ceux qui ont une petite touche d'enquête en fait, comme dans Forever You, il y avait un mystère à résoudre, là il y a un mystère à résoudre puisqu'il faut savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille. Pourquoi la mairesse est aussi chelou. Easton a un tempérament de temps en temps assez tempétueux, je sais pas si ça se dit ce mot là, mais j'avais envie de le placer, qui intrigue pas mal Mila, et du coup elle va continuer à mener l'enquête, elle va réussir à entraîner Easton dans cette enquête, et pendant tout le roman je me disais mais qu'est-ce qui lui est arrivé à cette gamine, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, et surtout qu'elle a disparu au Brésil, donc moi je m'étais imaginé des trucs de psychopathe. La mairesse, enfin la mère, elle est la mère de New York et a l'air complètement... a l'air hyper louche. Il y a plein de gens qui ont l'air louches et j'ai trouvé ça super sympa. Alors c'est pas du thriller, hein, vous attendez pas un truc comme ça, mais j'aime bien ces romances sous fond de petites intrigues où t'as envie de savoir ce qui s'est passé et où du coup t'es maintenu dans l'histoire en fait, parce que c'est vrai que des bricasses comme ça, bah
tu vois, 500 ou 600 pages de drame, moi je pourrais pas. Là, t'as pas vraiment ça, et c'est entraînant de savoir, de vouloir savoir ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de petits romans en fait chez Addictive, et j'ai passé un super moment. Et j'espère que... Enfin, j'en ai 2 autres qui m'attendent, et j'espère que je vais passer un aussi bon moment avec. En tout cas, c'était vraiment chouette. Moi, voilà, j'ai vraiment passé un chouette moment, c'était cool. On va ensuite parler de Jefferson, de Jean-Claude Mourleva, qui est mon premier livre de l'auteur, qui m'a donné envie d'en acheter plein d'autres, qui est un petit roman illustré. Voilà. Et qui est une histoire que j'ai vraiment adorée. Donc en fait on est dans un monde qui est à côté d'une autre, mais qui est un monde où les animaux parlent, vivent un peu comme nous en fait, sont un peu humanisés. Alors ça peut être un peu flippant parfois je trouve, mais voilà, ils sont un peu comme nous. Nous on suit Jefferson qui décide un beau matin d'aller chez son coiffeur pour se faire rafraîchir sa houppette. Alors il est un peu excité parce que la shampooineuse du magasin, il en est un petit peu amoureux, et il se dit qu'après s'être fait rafraîchir la houppette, il va en profiter pour lui proposer d'aller boire un verre. Donc il est un peu, voilà, un peu fébrile, il y va, il est content et tout. Sur le chemin, il croise une voiture qui manque de le renverser, ça le met un petit peu bougon, le petit Jefferson, il est pas super content. Il arrive au salon de coiffure, et là, il trouve le coiffeur, donc qui est un blaireau, avec une paire de ciseaux dans le corps. Lui, il arrive paniqué, qu'est-ce qu'il fait? Premier réflexe, il veut enlever le ciseau, sauf qu'à ce moment-là, on a, c'est une brebis, je crois, ou une chèvre, je sais plus, qui est sous la machine pour se faire friser les cheveux, là, qui se réveille, qui le trouve avec le ciseau dans la main. Elle en déduit que Jefferson est un serial killer, et comme quelques années avant, un hérisson avait pété un plomb et avait tué des gens, c'est bon, ni une ni deux, c'est lui le coupable. Lui, pris de panique, il s'enfuit, et à partir de là, c'est la grosse catastrophe. Parce que tout le monde va penser que Jefferson a réellement tué le coiffeur, parce que la brebis passe son temps à en rajouter des couches et des couches et des couches pour accuser ce pauvre petit hérisson qui a une bouille tellement cute, sincèrement, voilà. Et puis il va vouloir mener l'enquête avec son meilleur ami qui est un cochon. Je me souviens plus de son nom à son copain. Tant pis. Et ils vont, pour mener cette enquête, devoir aller dans le monde des humains. Et là, dans le monde des humains, ils vont découvrir des choses qui vont franchement les affecter, parce qu'ils ne pensaient pas que ça existait en fait. Voilà, et ils vont mener l'enquête pour trouver le coupable. Donc on est entre les deux mondes, le monde des animaux et le monde des humains. J'ai beaucoup aimé ce roman. C'est un livre qui est très engagé, je vous le dis clairement, qui est très engagé sur la cause animale. Si vous êtes quelqu'un qui est totalement réfractaire à tous ces discours, tous les discours en fait qui vont pouvoir... comment dire, tous les discours qui militent en fait, pas très français ça, qui militent pour la défense des animaux, mais d'un point de vue assez tranché quand même, hein. C'est un mot très mal choisi, assez tranché dans le sens où en fait ils sont vraiment contre, en fait, c'est que c'est mal en fait d'élever des animaux pour les emmener à l'abattoir, que les abattoirs c'est quelque chose de monstrueux, voilà. Si vous avez quelque chose, si vous supportez pas ce discours, en fait, ce type de discours, ne lisez pas ce roman parce que ça va vous énerver. Maintenant, moi j'ai trouvé que c'était plutôt... Déjà, je trouve que c'est plutôt intelligemment fait, parce qu'on est quand même dans une histoire, ça a un sens. Jean-Luc Mourleva, il nous balance pas son truc de les abattoirs, les abattoirs, c'est un nouveau c'est un nouveau camp de concentration pour les animaux. Non, il nous balance pas ça comme ça, sans raison, sans rien. C'est vraiment... ça a un rapport avec l'histoire et avec le roman, donc c'est plutôt bien fait. Maintenant oui, c'est vraiment très engagé. J'ai bien aimé le fait que ce soit des animaux qui enquêtent pour retrouver d'autres animaux, et bah, les humains sont au milieu. C'est une jolie façon aussi peut-être d'ouvrir les yeux à certains enfants. Maintenant attention, si vos enfants sont très sensibles, voilà, si vos enfants sont très sensibles et que vous, en tant que parent, vous ne souhaitez pas que votre enfant... je parle, ça dépend de l'âge de votre enfant, mais je pense toujours, vous voyez, c'est à partir de 9 ans, je pense toujours à ces enfants qui sont encore en CM2, 6ème, qui sont quand même très influençables et très jeunes, et qui peut-être peuvent être choqués, je mets bien des guillemets, hein, peuvent être choqués par certaines scènes, parce que les scènes dans les abattoirs, voilà, et qui peut-être, même s'ils savent d'où vient la viande qu'ils sont en train de manger à leur repas, peut-être n'ont pas tout à fait conscience de la brutalité de la chose, parce qu'il faut être honnête, je suis pas végétarienne du tout, hein, mais il faut quand même être honnête, c'est assez brutal, voilà, j'ai pas envie de parler de ça parce que moi ça me met assez mal à l'aise, mais si vous voulez pas que votre enfant, si vous sentez que votre enfant pourrait, du fait de sa sensibilité, être trop marqué par ça, et peut-être partir dans un truc de culpabilité intégrale du fait qu'il ait mangé du jambon le midi,
ne lui faites pas lire ce livre, c'est clairement, ça risque clairement de le marquer. Et je parle vraiment des enfants qui ont cette sensibilité trop marquée. Maintenant, ça peut faire réfléchir les gamins, et ça c'est cool. C'est vraiment cool parce que voilà, les enfants ça peut les amener à une certaine réflexion. Est-ce que ça peut les emmener au véganisme ou au végétarisme dès leur âge? Je ne sais pas. Maintenant, ça peut peut-être les faire réfléchir, leur faire prendre conscience de certaines choses. Par contre, voilà, c'est à double tranchant, faut faire attention. Je pense qu'en tant que parent, je ne le suis pas, mais en tant que parent, enfin je travaille quand même dans l'animation et dans l'éducation pendant, voilà, je pense quand même que on se doit de faire attention parce que certains enfants ne peuvent pas en fait intégrer ça de façon comment dire, c'est-à-dire que ça va pas, l'intégration de cette histoire ne va pas se faire de façon intellectuelle mais de façon émotionnelle, et ça peut être compliqué à gérer pour un enfant de 9 ans. J'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai pas envie que mes propos soient mal interprétés et que ce soit voilà, mal perçu, parce que c'est vraiment un livre que je recommande, plus aux ados d'ailleurs, parce que 9 ans, moi ça me fait tiquer un peu, mais plus aux ados et aux adultes, parce que c'est trop génial. J'adore les livres et les histoires où les animaux sont personifiés, je sais pas lequel mot utiliser. J'aime quand ils sont vivants, à moitié humains, je trouve ça génial en fait. Et du coup j'ai passé un super moment de lecture, voilà, jusqu'au bout, j'étais à fond dans mon truc, mais comment ils vont y arriver? En plus il y a des belles leçons avec l'union font la force, avec les différences, avec le fait que chaque animal est différent, mais qu'en fait on peut quand même être tous potes, tu vois, c'est pas genre les hérissons avec les hérissons, les cochons avec les cochons. Il y a quand même, voilà, il y a quand même de beaux messages, mais il y a quand même certaines scènes qui pour un jeune enfant peuvent être compliquées, parce que déjà pour moi adulte, j'étais un peu... voilà. Mais en tout cas j'ai adoré Jefferson, je vous le recommande de tout cœur. J'ai découvert du coup la plume de Jean-Claude Mourleva et j'ai trop envie d'en acheter d'autres et d'en lire d'autres. Pour tout vous dire, j'ai failli craquer ce week-end. Voilà, la couve est magnifique, l'histoire est vraiment chouette. Je pense que, alors tous ceux qui sont à fond dans la défense des animaux vont adorer, c'est juste obligé. Et voilà, moi c'était trop bien. On reste dans la jeunesse avec un livre que j'ai adoré, aussi d'ailleurs, qui s'appelle donc Le Club de l'Ours Polaire, Stella et les Mondes Gelés de Alex Bell. Voilà, j'avais déjà craqué pour la couve, je voulais absolument le lire là avant qu'il fasse trop beau. Bon là il y a un grand soleil, mais je l'ai déjà lu donc ça va. C'était trop cool. On suit Stella qui vit avec son papa adoptif en fait. Son papa l'a trouvé un jour, voilà, pendant une excursion parce qu'il est aventurier. Et elle rêve que d'une chose, c'est de faire partie du club de l'ours polaire. Bon, il y a 4 clubs en fait, et lui fait partie du club de l'ours polaire, et elle veut absolument intégrer ce club. Le problème, c'est que c'est pas ouvert aux filles. Du coup, elle est un peu triste parce qu'elle voudrait faire des aventures, aller faire des quêtes comme son père, et découvrir des choses, et être une vraie exploratrice en fait. Et puis un jour, son père va, entre guillemets, pas être obligé, mais bon, il va l'emmener avec elle. Il va l'emmener avec lui. Donc un jour son père va quand même finir par l'emmener avec lui, je vous laisse découvrir comment. Et ils vont aller au pôle Nord. Et en fait, elle va se retrouver avec d'autres clubs et avec d'autres enfants, et ils vont se retrouver livrés à eux-mêmes parce qu'il va y avoir un petit problème, et ils vont mener leurs aventures tout seuls, et c'était super sympa. Déjà le fait que ça se passe dans le froid, c'est génial. Le fait qu'on apprenne plus de choses sur Stella, qui est une enfant assez particulière parce que elle a les cheveux blancs, elle a un teint très pâle, et surtout elle a été trouvée en plein milieu des glaciers quoi. Donc on apprend pourquoi, et c'était vraiment sympa. Ça promet plein d'autres aventures et je pense que ça va être super cool. J'adore quand les enfants partent comme ça dans des conquêtes et dans des aventures pas possibles. J'ai passé un super moment. Au début du roman, en fait, on apprend que l'animal de compagnie de Stella, c'est un ours polaire, donc c'est vraiment très drôle. Que certains enfants, etc., ont un don particulier, donc ça c'était cool aussi. J'ai vraiment passé un super moment, franchement moi j'ai juste adoré. Je l'ai dévoré en une après-midi, j'étais à fond dedans, quand ça s'est terminé, j'ai dit ah ok déjà, mince. Et c'était chouette, il est illustré, attendez je vous montre. Je vais pas en trouver parce que sinon c'est pas drôle, ah si c'est là. Par exemple là. Voilà, on découvre plein de nouveaux êtres, de nouvelles petites bêtes, c'était vraiment chouette. J'avais peur que ce soit trop, vous savez, comme
comme ceux de Pullman, j'arrive plus à trouver le nom, c'est une catastrophe, mais en fait pas du tout, franchement pas du tout, et voilà, moi j'ai juste adoré, c'était génial, j'allais dire c'était super frais, bah oui forcément, voilà. C'était vraiment super, je vous le recommande de tout cœur si vous aimez les livres jeunesse, si vous aimez les livres qui parlent d'hiver et qui parlent de quête et d'aventure, et voilà, parce que voilà, c'était vraiment super chouette. Je vais maintenant vous parler des derniers battements du cœur de Kelly York et Rowan Atwood. Donc c'est écrit à 4 mains. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que Rowan Atwood c'est la compagne de Kelly York, je crois, hein, c'est ça. C'est un livre qui est assez court et qui parle d'un sujet assez compliqué. En fait on suit deux adolescentes, donc d'un côté on suit Luke qui a été greffé, qui a eu une greffe du cœur il y a quelques années, et en fait son corps rejette complètement la greffe, donc il faudrait soit qu'il attende une seconde greffe, soit c'est tout en fait. Sauf que lui il a pas envie déjà parce que c'est compliqué de devoir vivre avec le cœur de quelqu'un d'autre, qu'il l'a déjà fait une fois et qu'il a pas forcément envie de recommencer, que c'est un protocole qui est très lourd, et en plus il se dit que il a déjà eu sa chance, que ça n'a pas fonctionné et que rien ne va empêcher en fait que si on lui offre encore un cœur qui pourrait être à quelqu'un d'autre, et bien que son corps le rejette encore. Donc lui il s'est fait une raison et pour lui c'est fini en fait, pour lui c'est la fin, sauf qu'il ne veut pas souffrir, il ne veut pas se voir souffrir, donc il décide de faire un grand road trip pour aller dans un état où la fin sera plus douce. Je veux pas vous en dire plus, même si je pense que vous avez compris. À côté de ça, on a Evelyn, qui était à la base la meilleure copine, enfin la meilleure amie de Luke, sauf qu'il y a quelques années, elle a dû quitter le coin où ils habitent, parce que elle a une maman qui est assez particulière et qui se définit principalement par le regard et l'amour que les hommes peuvent avoir envers elle. Et en fait, il y a quelques années, du coup, elle a suivi l'homme avec lequel elle était, et elle a embarqué sa fille. Sauf que sa fille était très malheureuse là-bas, mais bon, pour le bonheur de sa mère, elle n'a rien dit. Finalement, sa maman a rompu avec cet homme et ils sont revenus vivre là où ils sont. Je sais même plus dans quel coin ils sont d'ailleurs. Je ne sais plus. Du coup, Evelyn et Luke vont se retrouver. Ils se retrouvent quelques jours avant le départ de Luke. Ils ont un peu de mal à renouer contact parce que lui ne veut dire à personne qu'il est malade, même si le fait qu'il soit très maigre, qu'il ait un teint, bah voilà, on voit physiquement qu'il est malade, il essaye quand même de le cacher. Et Evelyn a vécu quelque chose de pas cool quand elle est partie, et pareil, elle veut pas qu'il le sache. Donc ils ont tous les deux leurs secrets, qu'ils ne veulent pas confier l'un à l'autre et qu'ils veulent surtout pas confier à quelqu'un d'autre de toute façon. Donc ils vont essayer de renouer contact, mais c'est un petit peu compliqué, surtout qu'ils étaient un petit peu amoureux avant qu'elle parte. Finalement, Evelyn va confier quelque chose à Luke, et Luke ne sait pas quoi lui dire, ne sait pas comment réagir, parce qu'en fait, il veut l'aider, et la seule solution qu'il trouve, c'est de lui dire « Bah écoute, viens avec moi, en fait, fais ce road trip avec moi ». Le problème, c'est que ce road trip a une fin... Enfin, est censé en fait avoir une fin assez funeste pour Luke. Donc moi c'est vrai que sur le moment je me suis dit que c'était super égoïste d'emmener Evelyn, parce que il ne la met pas au courant, elle ne sait pas qu'elle va partir avec quelqu'un qui est malade et qui peut mourir à tout instant. Elle ne connaît pas le but de ce road trip, donc c'est vrai que même si elle veut fuir parce qu'elle veut pas suivre sa mère, il la met dans une situation qui est assez compliquée. Ce truc-là, au départ, m'a un peu gênée, parce que c'est vrai que je me suis dit, putain, mais c'est hyper égoïste, quoi. En plus, voilà, c'est lui qui est au volant, je sais pas, imagine son cœur lâche pendant qu'il conduit, ils vont avoir un accident, il va la tuer, tu vois. C'est hyper compliqué. D'autant plus que le livre commence, le prologue, en fait, te raconte un truc, voilà, et après on te dit quelques temps plus tôt. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, tu vois, tu te dis, le livre va finir en truc où tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Bref, donc ils vont faire ce fameux road trip où ils vont s'arrêter à des endroits. Luke est passionné de papillons, donc ils vont visiter des choses comme ça. C'est vraiment une très belle histoire. Il y a une histoire avec les grues japonaises, une légende en fait, ou une croyance. Et Evelyn y croit, essaye d'y croire, elle se rattache à ça. Et forcément, vous doutez bien que voilà, c'est un road trip, ils vont tomber amoureux parce que voilà, sauf qu'on sait tous que Luke est mourant. C'était plutôt sympa, j'ai beaucoup aimé le côté du road trip, c'était vraiment chouette cette découverte, ce truc de on profite de chaque instant et on profite de la vie, c'était vraiment chouette, parce que ces deux ados qui sont des ados normaux, mais qui malgré tout ont chacun une blessure différente, un qui a une blessure physique et l'autre qui a une blessure plus émotionnelle et affective, et c'était beau parce qu'ils essayent ils essayent de s'aider mutuellement en fait, et c'était une belle histoire, franchement c'est une belle histoire. Moi j'adore les road trips, donc forcément j'ai trouvé ça génial. J'aurais aimé qu'ils rencontrent peut-être un peu plus de monde et tout, mais bon, c'est déjà pas mal par rapport à l'état de santé de Luke, hein, sincèrement. On sait quelle va être la fin et l'issue de ce livre.
On se pose quand même pas mal de questions sur les choix de Luke. Est-ce que c'est un choix courageux? Est-ce que c'est un choix totalement égoïste? Parce que finalement il part alors qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps à vivre. Alors oui, il veut protéger ses parents, mais en même temps ses parents vont pas pouvoir profiter de lui jusqu'à la fin. Mais en même temps c'est sa vie à lui, c'est normal. Enfin vous voyez, en fait c'est un livre qui vous amène à vous poser énormément de questions, et j'aime bien ce genre de roman où justement vous êtes en train de réfléchir à moi, qu'est-ce que je ferais s'il me restait qu'une semaine à vivre. Est-ce que je partirais pour vivre quelque chose de dingue? Est-ce que je voudrais juste passer la semaine auprès de ma famille? Voilà, on se pose beaucoup de questions et j'ai trouvé ça chouette. Je vous dis, le seul élément qui m'a dérangé, c'est le départ du road trip. Ce choix très égoïste de la part de Luke, j'ai eu vachement de mal. Sur le moment, je me suis dit, putain, mais gamin, tu peux pas faire ça, quoi. Ça m'a vraiment contrariée, en fait. Mais après, une fois que t'es parti dans l'histoire, c'était vraiment sympa. J'ai passé un chouette moment. C'est pas un coup de cœur ni rien, mais c'est une belle lecture qui t'amènera forcément à une réflexion, et ça, c'est cool. Voilà. Et la couve, voilà. C'était très très bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Que vous n'êtes pas frustrés parce que je n'ai pas aimé le garçon au pyjama rayé. Voilà, ça peut arriver. Hein. Vous avez vu que j'ai fait quand même de belles lectures dans l'ensemble. Vous aurez un autre point lecture cette semaine parce que je suis très en retard. Et il faut absolument que je vous en tourne un autre parce que j'ai envie. Hein, parce que si j'attends trop longtemps, après j'oublie. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé dernièrement. Est-ce que l'un des livres vous tente? En tout cas, j'espère, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très chouettes. Donc voilà, je vous laisse me laisser tout ça en commentaire. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo.